Salut tout le monde, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, Mutants, Runaways, pas de jaloux. Pour ce 26e épisode, celui qui nous permet de patienter avant la sortie de Captain Marvel, on se retrouve avec Basile et Émilie pour parler d'ados fugueurs et de gros flingueurs. Salut à vous deux, vous allez bien ? Salut. Salut, ça va, merci. Cool, et ben on commence tout de suite. Et comme toujours, on commence avec les news séries télé. Du côté de chez Netflix, la 3e saison de Jessica Jones pourrait bien arriver sur nos écrans cet été. Pour le moment, pas plus d'infos. Agent of S.H.I.E.L.D. saison 6 s'est un petit peu révélé avec un premier trailer qui est sorti, où on peut voir notamment Mac, qui est devenu directeur du S.H.I.E.L.D. Pourquoi, comment, dans quel but vous pourrez découvrir tout ça à partir de mai. Tout ça parce que Coulson est mort. Mais il est pas mort, parce que dans le trailer, il est montré vivant. C'est ridicule. Qui va regarder ? Tu vas regarder, toi ? Je pense que je vais finir par lâcher la Par contre, ce que je vais regarder, c'est la 2e saison de Cloak and Dagger. Elle arrivera en effet le 4 avril sur Freeform et devrait arriver à peu près dans la foulée sur Amazon Prime en France. La première saison était plutôt pas mal, donc moi je vais tenter ma chance sur la 2. Ouais, faudra peut-être que tu fasses. Je pense que je vais jamais trouver le temps de de voir la saison 1. Donc, tu vas être chargé de faire un focus sur la saison 1. Ok. Série toujours. La 3e saison de Légion est assez attendue avec toutes les questions qui ont été soulevées dans la 2e. Ça sera déjà la dernière, on le sait. Donc, on pourra la regarder, même si, comme moi, on a un peu moins aimé la 2. Ouais. Ce sera entre autres l'occasion de découvrir les parents de David, quelque chose dont on entend beaucoup, on attend beaucoup parce qu'on sait qui est le papa. Et c'est qui le papa ? Le papa, c'est le professeur Xavier, pour ceux qui ne le savent pas. Le papa sera joué d'ailleurs par Harry Lloyd et la maman par Stephanie Corneliuson, que vous avez peut-être vu dans Mr. Robot. Et pourquoi, au fait, on vous dit que Légion, c'est la dernière ? Parce que ça avait été annoncé, et tout ça nous pose énormément de questions, parce que Légion arrive à son terme, le monde Marvel Netflix arrivera à son terme avec la saison 3 de Jessica Jones, on sait qu'il n'y en aura plus rien d'autre, et finalement, on peut se poser des questions de quelle va être la vraie stratégie de l'univers télé de Marvel, avec l'arrivée de Disney+, et est-ce que Disney ne veut pas tout centraliser, étant donné que maintenant, toutes les franchises... courant 2019-2020 appartiendront à Disney. Et voilà, donc à mon avis, on va plus rien avoir comme on a pu l'avoir là de manière étendue et que tout va être centralisé. Donc se pose la question de est-ce que Cloak and Dagger, ça sera pas la fin, la saison 2, est-ce qu'il y aura une saison 3 ? On sait que Runaways pour le moment n'est toujours pas renouvelé alors que les audiences, je crois qu'elles sont pas mauvaises pour la saison 2. Qu'ils avaient même lancé des espèces de pétitions pour que ça soit renouvelé. Donc je pense que l'absence d'informations, de renouvellement et autres fait que tout risque de finir sur Disney+, et finalement ABC, donc c'est risque de perdre énormément, parce que Freeform et Agent of S.H.I.E.L.D., et d'ailleurs c'est pour ça que quand ils ont renouvelé la saison 6, ils ont renouvelé saison 6 et 7, en disant nous on finira ce qu'on a à faire et on va pas se faire imposer des trucs par Marvel Studios, étant donné qu'ils se sont fait imposer beaucoup de trucs par Marvel Studios et que ça se passe pas très bien. Donc voilà pour le point télé. À mon avis, ça a beaucoup évolué par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Sans plus attendre, on passe côté cinéma avec des nouveaux rebondissements dans l'affaire New Mutants. Et oui, le film est encore repoussé et il se pourrait même qu'il finisse uniquement sur Hulu, qui ne sorte jamais au cinéma. Ouais. On peut dire qu'un film qui avait été assez hypé par son trailer commence vraiment à toucher le fond. Je crois que je l'avais dit dans un des épisodes de podcast en disant ça va finir en direct ou vidéo, oui. et ça sortira jamais.
C'est bien parti pour. C'est bien parti pour. Après, tant mieux pour Ulule, parce que ça ferait du bon contenu. Enfin, a priori. Mais c'est ouf, quoi. C'est le truc le plus mal géré de la vie. Au cinéma, toujours, dans les derniers trailers qui sont sortis récemment, on a pu profiter du premier trailer de Spider-Man Far From Home. Alors, beaucoup nous ont reproché de spoiler un certain nombre de choses, étant donné le film sortira après Avengers Endgame. Et que l'intrigue se passe après Avengers Endgame. Voilà. Oh mon dieu, ça spoil. Oh, il est toujours vivant. Ah, réfléchissez 2 secondes. Voilà. En d'autres termes, on savait très bien qu'un personnage qui venait d'arriver dans le MCU n'allait pas disparaître aussi vite. En tout cas, changement de lieu, nouveau méchant, Jack Gyllenhaal qui rejoint le monde de Marvel, plein de bonnes choses à découvrir à la fin de l'année. Et qui fait un Mysterio plutôt cool, parce que déjà il a pas sa tête en bulle là. Ah, il l'a partiellement. Oui, il l'a partiellement, mais on le voit sans, ce qui est cool. Et j'ai un peu envie de savoir c'est quoi tous ses pouvoirs. Dans le trailer, il dit une phrase, donc on attendra de voir quand même si c'est un Mysterio cool ou un Jack Gyllenhaal sympa. Point MCU et les Oscars, c'est bientôt, c'est à la fin du mois, c'est à la fin du mois de février. Et gros rebondissement dans les nominations, parce que Black Panther, on a 6 ou 7, je me souviens plus, étant donné que je m'étais un petit peu plantée, et notamment celle de meilleur film. Et c'est la première fois en fait que un film Marvel Studios est nommé dans une des catégories principales, parce que jusqu'à présent c'était les catégories dites techniques, ce qui est pas mauvais, hein, c'est pas mal. Donc évidemment on dit ouais mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, il y a d'autres films qui méritaient mieux, et en fait n'oublions pas que les Oscars c'est un peu tout et n'importe quoi, et c'est notamment du lobby, et ça Kevin Feige l'avait très bien compris parce qu'il a recruté quelqu'un qui est doué en lobbying pour les Oscars, et les nominations ça fonctionne toujours comme ça, et il faut pas oublier que certes, l'effet de Black Panther qu'il a eu chez nous n'est pas le même que celui qu'il a eu aux US, et qui est notamment maintenant considéré comme un vrai film sociétal et d'une grosse communauté, et ça a eu un impact. Et d'ailleurs, Canal+ avait fait un documentaire qui est sorti en France, qu'ils ont fait pour la sortie sur Canal+ de Black Panther, sur l'effet Black Panther aux US, donc tout ce côté sociétal. Bon, évidemment, ils ont beaucoup oublié le fait qu'il y ait eu la Blaxploitation dans les années 70 et que ça a eu le même effet, mais voilà, c'est un peu genre le renouveau, comme Crazy Rich Asian pour la communauté asiatique, ça a eu exactement le même effet que nous on voit pas parce qu'on n'aime pas trop le communautarisme en France et qu'on dit que c'est pas bien. Mais voilà, donc en soi, je trouve pas ça déconnant, et quitte à qu'il y ait un film sur lequel Kevin Feige devait pousser, oui, ça devait être Black Panther, parce que c'était celui plus politique, on va dire, et moins que super-héros. Et rien que pour ça, moi, je trouve ça plutôt cool de voir que les Oscars sont ouverts à tous les types de films et que tout le monde peut avoir sa chance. Évidemment, je pense pas qu'il aura l'Oscar, et vu ce qui est en face, il ne mérite pas forcément à chaque fois, mais ça, c'est que mon avis personnel. Mais voilà, je trouve ça plutôt cool de voir que les super-héros sont enfin intégrés par l'Académie des Oscars. On reprend le fil des news après cette petite aparté. Concernant Avengers Endgame, petit détail, mais un set de jouets a montré la figurine de Valkyrie. Si Valkyrie est donc dans Avengers Endgame, on suppose donc qu'elle n'a pas été effacée par Thanos, qu'elle est quelque part dans l'espace et qu'elle devrait rejoindre notre bande de joyeux compagnons. D'ailleurs, en parlant de Endgame, il y a une des scènes où ils sont en train de... tous les vivants sur Terre, donc hormis Nebula et Tony Stark, ils sont en train de marcher dans une espèce de terrain sportif, on va dire. Enfin, ils sont un peu à l'extérieur et ils marchent dans une même direction, ils ont l'air de regarder. Et les gens se sont aperçus qu'il y avait un espace entre 2 personnages, donc ça veut dire qu'ils ont enlevé un des personnages de cette scène, comme ça avait été le cas dans Civil War. Dans Civil War aussi, dans les scènes de face à face, après quand tu voyais le film, tu voyais qu'ils avaient enlevé des personnages pour les laisser en surprise. Et donc là, ils se demandent si l'une des... Parce que vraiment, ils sont tous collés, sauf là, il y a un trou. Et ils se demandent si, donc, quel est le personnage qui a été supprimé, et ça serait pas Doctor Strange. Donc voilà. Ah oui. Je trouve... après que ce soit Strange ou autre, peu importe, mais je trouve ça bien que les gens soient attentifs et qu'ils aient vu ça. Et puisque tu parles de Doctor Strange, parlons de Doctor Strange 2.
Scott Derrickson, qui était le réalisateur du premier, a confirmé qu'il serait bien réalisateur du second. Une bonne chose vu l'excellent travail qu'il a fourni. Et on sait aussi que le scénariste Christopher Robert Cargill sera lui aussi de retour, à nouveau, pour le même poste. Ils avaient quand même vraiment bien bossé tous les deux, donc c'est une bonne nouvelle. Ils avaient montré un intérêt pour Nightmare, un des ennemis assez emblématiques du Docteur. Espérons que ce soit celui-là qui sera dans Doctor Strange 2, parce qu'effectivement il y a un bon potentiel. Et enfin on termine avec le projet Black Widow. Jack Schaeffer, qui est la scénariste de Captain Marvel, devrait s'en occuper aussi. On sait également que le tournage devrait débuter à la fin du mois de février à Miami et en Croatie, pour se terminer d'ici la fin du mois de mars. On a aussi une petite rumeur comme quoi il serait peut-être rated R, donc peut-être un peu plus violent que les autres Marvel. Et une grande première pour Disney. Enfin, Marvel Studios, mais pour Disney au sens large. Ouais. Précisons que ce n'est aujourd'hui qu'une rumeur. Ouais. Et on va continuer peut-être pas, dans les sujets sympathiques, parce que pour ce premier épisode de 2019, on a 2 sujets. On parle et de la saison 2 de Runaways et de la saison 2 de Punisher. Parlons donc de cette deuxième saison de Runaways. Ah, tu veux commencer par ce qui était bien ? Je préfère. Tu préfères. I found something. We all need to do better. Train harder. We're not superheroes, okay? We aren't good at this. Nothing's more important than learning about who and what you are. Attends, toi t'as pas vu Emily ? J'ai vu les 4 premiers épisodes. Ok. Je suis venue me faire spoiler. On va spoiler. Oui. hein. Oui, je le sais. Mais D'accord. au moins je l'ai commencé, donc j'aurais envie de la finir. Est-ce que t'as déjà... Pour le moment ça va ? Est-ce que t'as vu ? Ça va, c'est-à-dire. C'est cool ? Oui. C'est bien. Parce que ça va être cool. Ah si ? Si. Si, dans Ah oui, l'ensemble... si. Ah oui, non, j'aime beaucoup. Le premier, j'ai eu du mal parce que j'ai l'impression que ça jouait pas hyper bien. Je sais pas, j'ai eu du mal à me remettre dedans. Et qu'il y avait des choses un peu faciles, genre tu te baisses et la seringue est pile là où tu t'es baissé. Enfin, les trucs leur tombaient un peu entre les mains. Et là, ça va mieux. Ben, c'est un peu, t'abordes d'entrée de jeu le point de défaut de la série. Il y a un peu des choses qui leur tombent entre les mains. Ouais. C'est pas problématique et ça rend pas le truc insupportable, mais t'as un peu des trucs genre ah bah ils étaient pile là où il fallait quand il y a machin qui est passé ou quand il y a... Oui, le coup de la voiture, au moment où ils ont besoin de voler une voiture, et il y a pile de personnes qui leur ressemblent, pile au moment où ils vont récupérer la voiture, et pile au moment où ils font pas attention à la voiture qui arrive. Enfin, c'est un peu gros, mais en effet, ça passe. Oui, c'est vrai qu'il y a des facilités C'est facile. pour faire avancer, on va y aller, Ouais. et tant pis, par rapport à des séries, on va dire, plus adultes. Mais moi, j'ai trouvé qu'en effet, il y avait tous les mauvais côtés des séries des ados, où c'est, en effet, c'est facile, et c'est pas genre les petits détails qui vont faire perdre du temps et autres, et c'était sur les caractères des personnages. Moi, ce qui m'avait beaucoup dérangé, et c'est vraiment genre quasiment le seul point négatif que j'ai apporté à cette saison 2, c'est notamment dans la relation entre Nico et Carolina, c'est vraiment visible. Désolée Emily. Mais à un moment, ça passe de elles sont ensemble, elles se font la gueule, il y en a une qui fait la gueule à l'autre, l'épisode d'après c'est l'autre qui fait la gueule à la première. Mais en fait, ça switch beaucoup trop entre l'une et l'autre, et tu sais plus où t'en es, et il y a plus trop de raisons en fait. T'as ça aussi entre Chase et Gert en plus. Oui. Alors, sauf que C'est Chase... surtout elle qui fait la gueule. Enfin, là où Oui, j'en c'est suis... surtout elle qui fait la gueule. Sauf que dans Chase et Gert, ça m'a moins choqué, étant donné qu'on sait qu'on comprend très vite qu'elle a pas ses antidépresseurs, et que c'est... Oui. On parle que de ça quand même. Et Enfin, tout le début, c'est médicament. Et désolé, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est une maladie mentale. Alors que elle, c'est juste non, en fait, on se fait la gueule, mais tu sais plus qui, pourquoi, il y a plus de raison. À un moment, genre, je me souviens, ça m'avait choqué de Carolina fait la gueule, j'ai dit, pourquoi en fait, c'était devrait être Nico qui devrait faire la gueule. Et ça, j'ai trouvé que c'était le côté négatif de toutes les séries d'ados, où très vite, tout le monde se fait la gueule, et donc finalement, c'est juste ça. Parce que dans Chase et Gert, c'est ce problème de médicaments. Moi, dans cette saison, mon personnage préféré, ça a été Molly. Qui est assez constante. Oui. Déjà, parce que c'est elle qui a qui utilise plus ses pouvoirs. C'est con, mais ça reste une série quand même de super-héros. Et s'il y en a d'autres qui les utilisent plus à la fin, on va dire, pour boucler la saison, elle les utilise un peu tout le temps. Et du coup, c'est quand même aussi, moi, ce que j'attends
Une série avec des gamins qui ont des pouvoirs, c'est qu'ils utilisent leurs pouvoirs. Les Fistic Love, ils servent quasiment jamais. Non, ils s'en servent une fois pour brûler un mannequin et pour envoyer valdinguer Nico. Ouais, Nico, elle se réveille à la fin. Même si elle les utilise quand même souvent, parce que notamment Pour des petits trucs. Ouais, pour des petits trucs. Mais il fallait qu'elle découvre qu'elle peut pas utiliser 2 fois le même sort. Ou ça, c'était important parce que dans les comics, c'est vraiment très important cette partie-là. Et puis pour le coup, Gert et son dinosaure, le seul truc qu'on découvre, c'est qu'ils sont liés. Quand il y en a un qui va pas bien, l'autre va pas bien. Ouais, mais sinon, il n'y a pas de... En fait, le dinosaure, qui pourrait être genre une arme quand même balèze. Et... Il a permis de récupérer les gants, mais sinon c'est tout, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, mais non, en effet, Old Lace... Ça coûte trop cher de faire un dinosaure. Pourtant, mais je trouve qu'on le voit beaucoup. Ouais. Plus que dans la saison 1. Mais il n'a pas fait grand-chose. Mais il fait pas grand-chose. Il garde, mais il garde même pas, parce que l'autre il fait un trou dans le mur façon les évader pour aller chercher de la bouffe. Je me suis dit, ils vont placer un petit Andy Dufresne, non même pas. Et finalement, moi, c'est les parents qui m'ont le plus intéressé, beaucoup. Je trouvais qu'entre eux, il y avait des liens différents. Certains qui voulaient lâcher l'affaire, d'autres qui voulaient en profiter pour prendre l'ascendant. Des couples qui s'étaient un peu cassés qui se rapprochent, d'autres qui s'éloignent. Enfin, je trouvais qu'il y avait une diversité assez intéressante. Mais surtout que dans la première partie de la saison, ils ont quand même toute cette dynamique de il faut retrouver les enfants et il faut vaincre Jonah. Ce qui est plutôt cool parce que dans la première saison, ils étaient un peu passifs, notamment parce que les enfants n'étaient pas partis et qu'ils avaient juste il faut qu'on fasse des sacrifices. C'était un peu de choses près ça leur rôle. Même s'ils étaient plutôt cool, notamment à Riverdale, si tu te souviens bien, la saison 1 de Riverdale avec les parents, ça commençait à être catastrophique. Mais là, rien que le fait il faut qu'ils décident il faut qu'on vainque Jonah, donc du coup, il faut qu'on fasse des missions en soum-soum et qu'en même temps, on veut récupérer nos enfants, c'est plutôt intéressant, cette partie-là. Ouais, tu découvres en plus chacun a sa personnalité, chacun a ses motivations, alors que dans la saison 1, t'es plus sur un groupe de parents, ils sont tous méchants, alors que là, ils sont plus ou moins méchants, pas pour les mêmes raisons, donc c'est plus ou moins justifié, et il y a les gros bâtards, et il y a ceux qui peuvent s'en sortir un petit peu, quoi. Ouais. Par contre, là aussi, t'as des gros biais de scénario dans la lutte contre Jonas. Au moment où le père de Nico lui tend un piège et tout, machin, et il rate parce qu'il a fait ça tout seul, et il suffisait qu'ils disent qu'ils soient 2, ouais, ça arrête pas. Et que vu qu'il est dans un piège dans son bureau et qu'il se fait avoir parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le bureau, en fait si quelqu'un montait la garde, c'était fait, et juste il a fait ça tout seul et du coup il a foiré. Et t'as quand même ces trucs là où tu dis c'est censé être un peu des génies quand même. Ouais. Les Yorks, ils me font trop rire. Ils abusent un peu sur la relation, sur les blagues et sur le côté chelou, pas adapté social des Yorks. Parce que c'est marrant les premières fois, après c'est oui, bon, c'est bon, on a compris. Mais c'est plutôt bien. En vrai, moi, ce que j'ai bien aimé, et c'est ce que je reproche aux séries Netflix, c'est que les séries Netflix, elles ont une intrigue. Et c'est pendant les 13 épisodes, c'est ça. Et parfois, t'as des mini-intrigues pour 2-3 personnages, mais c'est assez court. Alors que là, on a quand même, dans l'idée, on a 2 intrigues. On a la première avec Jonah, et après il y a celle qui est post-Jonah, pour pas trop te spoiler. Même si j'ai quand même... Allez-y. Mais voilà, Jonah, il est vaincu au épisode 5 ou 6, je crois. Donc c'est déjà cool, parce que franchement, ils auraient pu faire ça à la fin du 13. Hein. Et après, t'as quand même les mini-intrigues, et la première qui est Topher, elle est quand même intéressante, parce que ça va pas trop servir, mais au moins ça va un peu combler, et ça va faire des choses avec Molly. Ça va perturber un peu la dynamique du groupe, ça va les remettre ensemble. Il y a Carolina et Jonah aussi qui est un peu cruchonne. Elle est relou, oh là là. Elle est un peu cruchonne sur ce côté-là, mais bon, c'est pas grave. Il y a les problèmes mentaux de Gert, il y a Alex qui va dans le quartier de naissance de son père. Enfin, il y a plein... l'ami d'enfance de son père. Voilà, donc ça aussi c'est réglé chelou, mais c'est pas grave. Mais finalement tu t'ennuies pas et tout ne tourne pas que autour d'une seule chose. Et c'est plutôt bien. Et principalement ça densifie le monde, ça l'élargit pas trop.
Ça, en fait, les intrigues, elles sont liées à des choses que tu as déjà vues. T'as l'église, t'as la secte, Ouais. t'as le meilleur ami du père d'Alex. Enfin, ça creuse des trucs qu'on a déjà vus au lieu de te rajouter, à part Topher, mais au lieu de te rajouter des trucs et des trucs et des trucs, ça densifie. Je trouve que c'est bien choisi aussi de cette manière-là. Ça arrive à mettre du nouveau, mais Même la secte, sans te perdre. sur la révélation finale de la secte, j'ai trouvé ça un peu facile en disant mais oui, évidemment, on sait très bien qui est la vieille. Et ils étaient là, oh mon dieu, c'est une surprise. Ouais, enfin, pas vraiment. Tu me vois essayer de dire des choses sans expliquer. C'est gentil. Mais, et notamment les vêtements de la mère, moi j'avais beaucoup aimé. Parce qu'elle passe du blanc à plus porter de blanc. J'avais trouvé ça très drôle. D'ailleurs, en parlant de la mère, c'était pour avoir suivi tous les photos que le casting postait, je savais qu'elle était enceinte. Et j'étais là, je fais, ça se voit quand même qu'elle est enceinte dans les premiers épisodes, même si c'est pas abordé. Ouais. Et ça sera abordé après, une fois que c'est dit de youhou, c'est YOLO, on voit qu'elle est vraiment enceinte. Mais du coup, je trouvais ça assez marrant. Et Marvel a fait un podcast qui s'appelle After Show. Et donc c'est une fois que tu as vu une série, donc tous les épisodes, ils font un podcast où évidemment ils vont te spoiler tout ce qu'il y a dans le contenu, mais en faisant venir les acteurs. Donc pour Runaways, il y a la relation père-fils, la relation enfant, genre il y a plein de trucs, genre même les parents. Donc le podcast est très très cool. Et elle le disait que elle a arrêté de tourner, elle était à 1 mois et demi du terme de sa grossesse. Sauf que si je dis pas de bêtises, après elle a enchaîné avec Timeless pour l'épisode final télé. Bref, je sais pas comment elle l'a fait, mais elle est sacrément bien enceinte. Voilà, c'était juste ça en disant, enfin, je le sais, je sais pas si ça se voit, mais je le sais qu'elle est enceinte. Et après, quand ils le disent, t'as l'impression qu'elle fait hop là, j'ai un gros ventre, mais c'était mignon. Et c'était un truc que j'avais beaucoup dit, c'est que par rapport aux comics, c'était bien. Parce que ça reprenait l'intrigue des comics. Enfin, les personnages n'avaient pas trop changé, ça reprenait pas mal d'intrigues, mais tout en apportant des choses extrêmement nouvelles pour pas avoir l'impression de relire les comics. Là, c'était... En niveau d'intrigue, c'est beaucoup plus éloigné. Mais il y a quand même des choses qui sont restées, notamment dans les comics, qui est très important, c'est que Alex va trahir le groupe pour aller suivre les parents. Et poursuivre ce que faisaient finalement les parents et tout. Donc ça, c'est ce qui marquera vraiment la rupture entre... c'est des enfants et ils deviennent vraiment des ados, donc c'est la trahison d'Alex. Et je me demandais qui allait trahir, finalement. Est-ce qu'ils allaient garder Alex ou est-ce qu'ils allaient faire qu'un autre personnage trahisse? Et finalement, on va dire que c'est plutôt Chase qui a trahi, parce qu'il retourne avec les parents. Mais dans l'idée... Il trahit pas vraiment. Et il trahit pas vraiment. Et puis au final, ils ont tous trahi à un moment ou à un autre. Carolina a trahi en allant voir Jonah. Gert a trahi en appelant Janet parce qu'elle voulait pas que c'est ses parents. Enfin, au final, ils trahissent tous, sauf Nico trahit pas parce qu'elle est vraiment vénère. Elle a sa sœur qui est morte. Donc, voilà. Et puis sa mère qui a dit si tu pars, c'est fini. Et elle a une grosse colère contre la mère. Et Molly a pas grand chose à trahir étant donné qu'elle a pas de parents. Non, elle fait des trucs dans son coin. Elle fait des trucs dans son coin, mais elle trahit pas le groupe. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça finalement cool de garder ça et tout. Et Emily, bouge-toi les oreilles. Non, vas-y. Mais ce qui se passe après Jonah, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Mais vas-y, lâche le morceau. La possession des aliens, enfin des parents se font posséder par des aliens en fait qui sont donc ça c'est nouveau. Par contre l'arrivée de Xavin, enfin l'utilisation de Xavin est nouvelle aussi, mais l'arrivée de Xavin est tellement dans les comics parce qu'en vrai dans les comics au début Carolina est amoureuse de Nico, mais Nico ne veut pas donc parce que donc elles sont pas du tout ensemble et il y a et Xavin est un Skrull. Ce qu'on verra dans Captain Marvel, mais là c'est pas le cas. Mais bref, Xavin est un super Skrull même, et il vient parce que il était destiné, enfin elle, parce que comme c'est un Skrull et qu'il peut changer de genre comme il veut, finalement Xavin décidera qu'elle est une femme. Vient parce que elle est destinée à épouser Carolina pour que la race alien de Carolina et les Skrulls arrêtent de se faire la guerre. C'est un peu genre mariage arrangé et autres. Roméo et Juliette, mais... Ouais.
Et là, c'est assez cool de revoir Xavine, qui a le même truc, la même mission de... Elle doit épouser Carolina, donc évidemment, elle dit... comment elle l'a appelée Je sais plus, ma promise. Ma promise, ou des trucs dans le genre, et t'as Carolina ça fait un quart d'heure qu'on se connaît, donc on va arrêter le côté promise. Et elle est métamorphe, parce qu'elle peut changer d'apparence tout le temps. Il y aura un truc drôle avec Carolina, Nico et Xavine. Et c'est assez cool de voir Xavine, parce que là, je suis là en train de... Mais je sais plus, je suis team Xavine ou Nico, du coup, parce que j'aimais bien quand dans les comics, il y avait Carolina et Xavine, mais du coup, voilà. Mais c'est cool d'avoir mis ce personnage-là. Au début, je pensais que c'était juste un easter egg, parce que Jonah le dit, en disant « Oh, il l'a dit, mais bon, ça sera pas utilisé, parce que machin », et finalement, on le voit, je sais plus quoi faire. Mais moi, j'en suis sortie à... les épisodes étaient vraiment très cool, et j'ai pris beaucoup plus de plaisir que Netflix. Évidemment, c'est pas les mêmes univers et machin, mais rien que pour le fait qu'il y avait beaucoup plus d'intrigues et que ça a un peu épaissi l'histoire que chez Netflix où c'est une intrigue 13 épisodes et c'est plié à la fin. Ça aurait été Netflix, Jonah, il mourrait à la fin. Pour moi, il mourrait à la fin. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à me remettre dedans, mais après, effectivement, en dehors des petits biais qu'on a évoqués, c'est aussi une série qui est hyper bien réalisée. Les lieux ont du caractère, parce que leur planque, ils auraient pu dire faire à nouveau à la Netflix et prendre un entrepôt vide. Là, ils ont trouvé un endroit. Parce qu'elle est pratique la planque, parce qu'il y a plein de vêtements, ils arrivent quand même à changer plein de fois ils ont du maquillage. Ils vont dans des friperies et tout quand même. Ouais, mais oui. La planque elle est pratique, elle est un peu dégueulasse, mais elle est pratique. C'est propre, hein. Mais quand tu regardes les plans au sol, en vrai, il y a pas de bestioles, il y a pas vraiment de poussière ni rien. Mais je trouve qu'il y a, c'est un côté où tu retrouves les comics où Nico, quoi qu'il arrive, elle est hyper bien maquillée, hyper bien coiffée, alors qu'ils sont censés être à la rue. Et enfin, tout le monde est propre, la planque est propre, mais pas trop. Enfin, c'est le château hanté de Disney, quoi. Et c'est là où tu te dis, t'es dans un autre univers où ça passe. Oui, et puis après, voilà, même la secte, même les locaux secrets de la secte, les différents labos et tout. Enfin, c'est bossé, c'est joli, et on n'a pas des lieux lambda quelconques comme on a tendance à avoir beaucoup chez Netflix, et qui est assez usant. Et puis c'est le rythme est bon là, c'est facile à suivre si on est à un moment on est en train de faire autre chose, mais en même temps quand on est devant tout le temps on s'ennuie pas, donc c'est un bon équilibre par rapport à d'autres séries où des fois si tu pars 2 minutes t'es perdu. T'es perdu, tu sais plus ce qui s'est passé. Il y a de mémoire, il y a quelques morceaux de musique un peu sympas aussi, mais je sais plus lesquels. Mais comme souvent, déjà dans la saison 1, puis c'est des trucs un peu poussés, c'est pas genre on va mettre des trucs random comme MTV, et le faisait à un moment où ils mettaient des gros trucs connus, là ils poussent un peu. Et Dark Nico, assez dingue quand même, que t'as peut-être dû voir dans les trailers. Pardon. Mais Dark Nico était très bien. Et d'ailleurs, bon, désolé, je vais continuer à spoiler. La bataille qu'a Nico contre ses parents, où ils se battent vraiment et tout, et évidemment ils font des mouvements type karaté. J'étais là, c'est un peu abusé, hein. C'est pas parce qu'ils sont d'origine japonaise qu'ils sont obligés de savoir faire du karaté. J'étais là, niveau cliché, c'est moyen. Et justement, dans After Show, Lyrica Okano, si je l'ai bien dit, l'explique que elle savait faire du karaté et que les acteurs qui font ses parents savaient aussi en faire, et notamment c'est parce que culturellement, enfin dans le cas de Lyrica qui est new-yorkaise, tout son groupe d'amis d'origine japonaise ont tous appris à faire du karaté, parce qu'en fait les parents les ont inscrits à faire du karaté quand ils étaient enfants, histoire de pas oublier d'où ils viennent. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, le côté de si c'est pas un cliché, c'est juste que c'est pour pas oublier leurs origines de leur famille, et c'est une vraie habitude culturelle, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et c'est pour ça que notamment les scènes sont vraiment pas dégueu, parce que elle a été gymnaste aussi, mais donc en ayant fait du karaté et en étant gymnaste, elle est quand même très à l'aise, et j'ai eu du mal à savoir où est-ce que c'était elle et où est-ce que c'était pas elle dans la scène, et pour les parents c'est pareil. Donc voilà, j'ai trouvé le podcast était vraiment très intéressant parce qu'il a permis d'expliquer plein de choses, et je me souviens qu'en voyant ces scènes, ça fait un peu cliché, et puis non, en fait c'est socialement et culturellement vrai. Donc voilà.
En tout cas, on peut conclure en disant que c'est une saison 2 qui donne envie de voir une saison 3. Elle donne très envie de voir une saison 3. Juste parce qu'il y a que sa vie. Il peut s'y passer plein de choses et à la fois, sans partir dans complètement ailleurs, ils peuvent continuer à développer ce qu'ils font aujourd'hui et c'est déjà bonne chose. Et maintenant qu'on a parlé de ce qui était bien, on va parler de ce qui était pas bien. Someone told me once, life is just trying not to be lonely. It's like a bomb went off inside my mind, scattering all the pieces. Every time I try to put the pieces together, something won't fit. There's something on the edges. Someone, like a dark shadow, waiting for me. This face has everything that I ever did wrong written all over it. You need to let me be what I'm meant to be. I'm not the one who dies. Et donc temps de parler de la deuxième saison de Punisher. Wouhou. Quel enthousiasme. Avant d'aller plus loin, on va rappeler rapidement que moi j'avais bien aimé la première saison et que Paula n'avait pas aimé la première saison, elle se sentait pas concernée par le truc. Ah mais alors pas du tout. Moi c'est over violence et un mec qui fait ah dès qu'il va se mettre à tirer ou à taper sur quelqu'un, non c'est mort. Voilà. Et donc moi qui ai bien aimé la première saison, j'ai trouvé la deuxième saison juste honteuse. Fainéante dans l'écriture, mal réalisée, inintéressante, et puis complètement absurde en fait. C'est-à-dire qu'on sait que Punisher a un côté maso et est capable de résister à pas mal de trucs, mais là en fait ça va trop loin. Déjà dans la saison 1, il survivait quand même très très bien on te tire 20 000 fois dessus, en effet tu saignes, t'as une balle dans le corps, mais vas-y tu continues. Là, ça n'a plus aucun sens. En fait, même Luke Cage, il a plus mal, je crois. Je sais pas, il a 200 litres de sang dans l'organisme. Enfin, c'est-à-dire que quand tu t'es pris 3 balles, tu te fais recoudre, bon, ok, tu survis. Mais si tu repars te battre, tu reprends 3 balles, il y a un moment, l'hémoglobine, elle se refait pas en 24 heures. Il y a un petit peu de temps comme ça. Et j'ai trouvé, du coup, c'était trop, quoi. Non mais rien. En fait, il y a du sang, mais il y en a tout le temps, partout, que ce soit lui ou les autres. Quand il se bat contre les Russes dans la salle de gym et que juste il colle un pain au Russe et que le Russe commence à pisser du sang de tous les orifices de son visage, alors que dans Luke Cage il n'y a pas de sang. En fait, c'est pardon. En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont trop voulu axer des choses sur une série et pas sur l'autre. Et finalement, il n'y a aucune cohérence. Mais c'est ce qu'on avait déjà dit entre Iron Fist et Luke Cage où il n'y avait pas de cohérence. Mais là, c'est encore pire. Dans les autres séries, personne ne saigne, à part vite fait un peu dans Daredevil. Mais lui, tout le monde saigne, juste avec une mandale. Et je trouve que, en plus, la façon dont il se bat est pour moi pas respectueuse du Punisher, parce que quand bien même c'est dans le comic, c'est un gros bourrin, il est quand même pas complètement teubé. C'est-à-dire que dans le comics, il peut tendre des pièges, il peut, utiliser un fusil sniper, enfin, il peut varier son arsenal par rapport à son objectif. Et là, voilà, il est juste con comme un manche. Enfin, c'est censé être un soldat d'élite, donc savoir un peu que là, c'est potentiellement un peu dangereux, et je vais peut-être pas faire ça et tout. Et je trouve que c'est fatigant parce qu'en fait, il a une arme, 2 armes. Et il faudrait que quelqu'un fasse une compilation de tous ces sur YouTube parce que vraiment c'est très gênant. Ça existe sûrement. Peut-être, j'espère. Et puis donc lui, lui est chiant, mais les personnages autour sont chiants aussi. Et sont mais c'est ça le problème, c'est que tout est prévisible. Mais genre vraiment beaucoup. Quand tu vois Russo avec la psy, tu dis elle héberge son patient fugitif, elle va coucher avec. Ils vont coucher ensemble, mais même avant même qu'elle l'héberge, ils vont coucher ensemble, ça va finir comme ça. Et j'en ai parlé avec une collègue qui était en train de regarder la saison 2 et je pensais qu'elle l'avait fini. Et j'étais là, je suis non mais rien que quand Russo couche avec la psy, mais ça se voyait à 6000. Elle dit, ah bon, elle couche avec la psy? Je fais, oups, pardon. Elle dit, attends, alors, s'il couche avec la psy, ça veut dire qu'après, la psy va se retourner et va plutôt le défendre et va devenir mauvaise, et qu'elle va se battre contre la flic, et que la flic va gagner et qu'elle va mourir.
Oui. Et j'étais là, je fais oui, en fait t'as tout dit. Le seul truc que t'as pas dit, c'est que elle a le vertige parce que son père s'est suicidé ou je sais plus quelle connerie, parce que vraiment j'ai arrêté d'écouter à un moment. Tu sais, c'est pour ça qu'elle s'approche pas des fenêtres, et que quand elle va mourir, elle va passer par la fenêtre. Et j'étais là, quand elle se bat contre la flic, je fais si elle finit par la fenêtre, et j'ai eu à peine le temps de émettre cette idée qu'elle avait déjà passé par la fenêtre et qu'elle était morte. Et j'étais là, mais il y a rien, ils vont pas... Et là, c'est pareil, le combat est complètement absurde, parce que tu dis une flic surentraînée, enfin, elle est quand même un peu dans l'élite de la police, face à une psy, normalement, elle la maîtrise... Et elle a ça d'y passer, en plus, la flic, donc... Elle se fait poignarder, enfin, à un moment, t'as genre un duel, la psy tient un couteau, et puis elle est en train de réalité, elle se fait planter, tu dis... Déjà, pousse ta tête. Théoriquement, une psy et un flic d'élite n'ont pas la même condition physique. Et en fait, tu lui fais une balayette et c'est c'est fini. Et je trouvais ça d'un ridicule. C'est son point faible, c'est son talon d'Achille, la balayette. Tout le monde tout le monde ne sait pas faire une balayette. C'est ça. Mais tu dis, enfin, voilà, c'est vraiment pour faire durer la scène de bataille. Et en plus, on a donc une autre intrigue qui est celle avec le chantage des politiciens, machin. C'est pas une intrigue. C'est une perte de temps. Bah oui, mais ça prend quand même beaucoup de temps. C'est une perte de temps. Et subitement, il est néo-nazi. Oh, bah tiens, comme ça. Mais on s'en branle. Pardon, mais c'était horrible. C'était à nouveau un cliché parfait. Le néo-nazi qui finit chez les... Du coup, ils sont quoi? Ils sont protestants? Catholiques? Mormons, un truc comme ça. Non, ils sont pas mormons. Lui, il s'habille comme un mormon, mais ils sont pas mormons. C'est des protestants, là. Enfin, genre... Mais donc, protestant, et il est genre trop protestant. Alors qu'il était néo-nazi, enfin bref, et évidemment il se fouette et tout. Ouais, il se fouette, et il va se battre contre les néo-nazis. Mais on s'en fout que t'ailles te battre contre les néo-nazis, qu'après tu reprennes de la drogue. Pilgrim, le méchant. Et en plus, il s'appelle Pilgrim. Vous auriez pas pu trouver un autre nom? Le mec, il s'appelle Pionnier. Et il est habillé comme un pionnier. Il tout le temps John, mais juste c'est un méchant lambda avec des fusils. Et lui, pareil, qui survit aussi à des coups de... Genre, il se prend des coups de cric dans la tête, des trucs comme ça, il survit à tout. Et c'était juste une histoire de magouille politique, en fait, il y a des gens qui faisaient chanter un sénateur homosexuel, et du coup, ses parents qui l'ont mis là sur la scène, ils ont décidé de tuer tous les gens qui étaient au courant que leur fils était homosexuel. Voilà. Et en fait, c'est juste pour foutre la gamine dans les pattes et c'est juste, comme du ça, Punisher. Lui, il tombe dans cette intrigue et il doit protéger une gamine. Voilà, c'est... Mais en plus, ils te font tout un truc, genre... Comme quoi, aux États-Unis, si t'es homosexuel, t'as aucune carrière politique possible. Alors, on sait qu'il y a ça facilite pas les choses et qu'il y a toujours la discrimination, mais t'as des sénateurs homosexuels qui existent aujourd'hui aux États-Unis, donc en plus le truc est complètement... Enfin, t'aurais fait ça dans les années 70, t'aurais dit oui, il y a une vraie impossibilité. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et puis évidemment, on te colle des Russes parce qu'il fallait bien coller des Russes, parce que les Russes c'est la mafia, enfin, ils servent à rien. Mais même les néo-nazis, enfin, ça sert à rien qu'ils soient un ancien néo-nazi, on s'en fout. Enfin, qu'est-ce que ça apporte au personnage? Rien, étant donné qu'il s'appelle déjà Pilgrim et qu'il est habillé comme un pionnier. Donc vraiment, c'est une catastrophe. Et Russo, on en parle ou pas de... Mon Dieu, il s'est fait défoncer le visage à la fin de la saison 1, mais vraiment, genre... Frotté contre des vitres... Frotté contre un miroir défoncé, et là... 3 cicatrices qui finalement sont plutôt jolies. Il est toujours aussi beau. La joue gauche un peu dégueulasse, une cicatrice qui lui traverse le nez et une sur le côté du front, un truc comme ça. Non mais à ce moment-là, en fait, normalement, tu devrais vraiment avoir le visage en Sharpie, un truc un peu comme double face chez DC, tu vois, un vrai truc, une oreille en moins, enfin... Non, il est canon. Il fait tout un truc, genre, ils m'ont ruiné la vie et tout, machin, enfin... Il dit oui, bon, ok, t'as 3 balafres sur le visage. Alors, il dit qu'il a pas de souvenir, donc il ne sait pas qui lui a explosé le visage, donc il ne sait pas le Punisher, il sait pas que Frank c'est le Punisher. Et il sait pas que lui a été méchant. Et il sait pas qu'il a été méchant, mais il sait qu'il a été militaire, il sait qu'il a été abusé quand il était gamin, il sait qu'il était quand même le chef et qu'il aimait bien être le chef.
Et du coup, il est juste pathétique parce qu'il dit pourquoi vous êtes méchant avec moi Et puis subitement, il est méchant. Mais en vrai, je me souviens, c'est un peu au bonheur de la discussion, de comment il faut faire avancer le truc et que les autres interagissent. Hein. Oui, non, mais du coup, il est totalement... Et de nouveau, j'ai trouvé que Mais c'est ce que j'avais vraiment reproché à la saison 1, l'utilisation et la narration sur les vétérans qui reviennent de guerre aux États-Unis où on sait c'est un peu le bazar. Bah, ils auraient pu de nouveau en reparler parce qu'il se trouve des anciens militaires mais qui sont pas adaptés au monde et donc du coup ils s'unissent entre eux. Pour braquer des banques. Pour braquer des banques, mais ça arrive assez souvent et dans tous les vétérans de à peu près n'importe quelle guerre, ils ont toujours eu du mal et ils se sont mis à braquer des banques. J'ai toujours trouvé ça très intéressant, mais expliquons. Enfin, disons que c'est pas un cliché, mais expliquons pourquoi et finalement quelqu'un qui a été à l'étranger pour défendre son pays, pourquoi il en vient à braquer des banques au sein de son propre pays. Enfin, mais bon, je pense qu'il aurait fallu être trop intelligent pour être pour cette tout intrigue. est absurde, rien que les premières minutes, Russo ennemi balafré est à l'hôpital sous surveillance de la police et il a une espèce de masque stylisé en mode porcelaine fêlée et tout. Tu te dis mais qui va faire un joli masque au mec suspecté d'être tueur en série arrêté par la police et tout pour cacher ses balafres, enfin. Et tu découvres à la limite que lui, il il se fabrique ça, tu oui, vois. Mais si, finalement, c'est ça, en fait. T'as dû dormir à ce passage-là, mais oui, de le rentrer comme ça, en fait, au début, elle lui donne un masque blanc, et elle lui dit, représentez comment vous vous percevez sur ce truc. Et le masque est défoncé. Mais vraiment, le masque est tout défoncé et très intéressant, mais quand tu vois après son vrai visage, tu te dis, bah, il avait juste à se faire 3 traits et c'était plié. Et il vit avec ce masque, quand il fait du sport avec ce masque où tu respires pas du tout, enfin bref. Mais bon, c'était nul, donc ne regardez pas. Déjà, vous venez de perdre je sais pas combien de temps de votre vie, 15 minutes à nous écouter, à dire que c'est nul, donc n'y allez pas. Et il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus cool, notamment sur Netflix, il y a Polar, qui est assez bien, qui est une adaptation de comics de Victor Santos, qui reprend un peu le même truc, hein. C'est le mec, il est tueur à gages, il est vieillissant, il est à la retraite, on commence à... Et ses anciens employeurs décident il faut le buter. Et puis, il y a une relation chelou avec une gamine qui veut protéger parce qu'elle est un peu faible et sans défense, donc tu vas retrouver ça. Il y a Banshee. Moi, en fait, ce Punisher me donne envie de revoir Banshee. Ou Banshee, c'est exactement la même chose. T'as les Mormons, t'as les dealers de drogue, t'as les néo-nazis, t'as les natifs américains, t'as la mafia russe, mais c'est quand même vachement plus intelligent. C'est ultra violent. Oui. Il y a beaucoup d'armes. Franchement, moi qui aime pas les trucs ultra violents, mais Banshee, je le pourrais regarder sans faille. Il y a des lieux et tout. Enfin là, c'est pareil, à nouveau... Punisher, 90% de la série, c'est dans des hangars, quoi. Un hangar, une caravane et un appartement de luxe. À peu de choses près. Ouais, c'est ça. Et il y a rien autour. Non. Tu vois de temps en temps, effectivement, l'autre flic qui enquête, machin, tout ça, mais... Finalement, le vrai personnage intéressant, c'est le flic Mahoney qu'on avait vu dans Daredevil. C'est ça, qui est un peu partagé entre arrêter les justiciers et c'est con, t'as un ou deux moments... Tu dis tiens là ils ont tenté un truc, genre quand ils sont avec il est lui avec la gamine qui protège devant je sais plus, ils font de la filature de la fille du méchant, un truc comme ça, et du coup la gamine lui dit bah tes enfants machin, est-ce que t'aurais voulu qu'ils soient dans cette belle école, tout ça, enfin, et là t'as une petite scène, ça dure 3 minutes mais c'est mignon, c'est bien écrit, tu remets un peu d'humain sur le Punisher en disant tiens il est malgré tout il garde et après on oublie. Et en fait, c'est genre les 3 minutes où c'est le seul moment où ça, je dis ah oui, là c'était bien. Là, il y a une petite relation entre les deux, il s'adoucit, il s'ouvre un peu, machin. Et en plus, comme elle dit des trucs ultra intelligents sur comment sont les filles de riches dans ce type d'école-là, c'est assez malin. Par contre, je trouve qu'on a été très méchante avec Iron Fist, notamment par rapport à son flashback de l'avion. Parce qu'on s'était foutu de la gueule d'Iron Fist, il y a beaucoup le flashback de l'avion. Pourrait-on reparler du flashback de sa famille à Punisher? Parce que vraiment, on l'a aussi tout autant, et c'est tout aussi chiant. Et vraiment, il est chargé sur... on a tué un épisode sur 2, un truc comme ça. Ouais, un épisode sur 2, on va reparler de sa famille a été tuée et qu'il est au plus bas de sa vie. C'était vraiment de la merde. Ouais, et du coup, en restant sur ça, c'est pour ça qu'ils font aucun développement de personnage.
il y a personne ne change, personne n'évolue, il n'y a pas un nouveau statu quo, il y a rien. On voit passer Karen Page aussi, mais on s'en fout. Ouais, c'est coucou, j'étais là. Globalement, il se fait arrêter. Je suis son avocate. Il s'enfuit, elle disparaît. Ouais. Mais c'était juste... Là, je pense que c'était plus le clin d'œil de... j'étais là dans la saison 1, j'étais là dans Daredevil. Mais voilà, quoi. Donc sinon, sur Netflix, vous pouvez aussi regarder Umbrella Academy. C'est une autre adaptation de comics et c'est mieux. Ouais. Et les comics à la base, vraiment Umbrella Academy, les comics j'avais pas du tout aimé et je trouve que la série a pris tout ce qu'il y avait de bien dans les comics et l'a poussé jusque... Et ça en plus ça te plairait Emily. Je regarderai. C'est vraiment très très cool. J'ai presque fini, c'est sorti vendredi. J'avais aussi pas mal enchaîné quand il m'avait donné les accès. Du coup on va s'arrêter sur ça, hein, on va pas aller plus loin. Non. De toute façon il y aura pas de suite. Non. Et tant mieux. S'il y aurait une suite, moi j'aurais pas regardé. Hein. Non, moi clairement, là j'aurais dit... Mais en fait je sais même pas... Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Je sais même pas si je vais regarder la 3e saison de Jessica Jones. Peut-être parce que c'est la fin, mais... Ouais. Franchement. Si, j'ai quand même envie de voir Patsy en L4. Enfin, Trish Walker. Ouais. J'ai envie de voir si elle peut mourir. Ça serait bien. Donc voilà. Voilà, ce sera le mot de la fin. Est-ce qu'elle va crever ? Eh ben, c'était très bien. Pas de questions. Je pense que j'ai pas vu grand monde regarder et les peu qui ont regardé Punisher ont dit que c'était de la merde et Runaways c'est pas encore sorti sur Sci-Fi, mais par contre ça arrivera bientôt. Je sais plus quand, mais c'est en mars. Il me semble que c'est en mars et par contre ils vont garder une semaine un épisode. Ou une semaine 2 épisodes, fine. Mais une fois que vous aurez regardé Runaways, vous aurez trouvé la version française, venez nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve à peu de choses près le mois prochain pour parler d'un film qui a l'air plutôt cool. Attendez, ça... Captain Marvel, je crois. Voilà. Merci à vous deux pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à la prochaine. À bientôt. Salut. Goddamn right I did! Where is he? Where? Hey, hey, hey! You touch her, I'll kill you! I'll pull you apart! Kid! Where are you, Bill? Where are you? Russo!